Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Aurélien-Papin, bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, de Saint-Donat et de l'Est de la région de l'Outaouais. Nous commençons cette semaine à Saint-Hippolyte où le conseil municipal a octroyé un contrat pour la construction d'un garage pour une surfaceuse à construction Denis et Ghislaine Gagnon incorporée au montant de 350 000 $ plus les taxes applicables. Un contrat a aussi été octroyé à Dinadel Incorporé pour la conversion de l'éclairage au DEL du terrain de soccer au parc Aimé au montant de 26 796 $ plus les taxes applicables. Le Conseil a autorisé l'avancement des fonds aux demandeurs de programme Éco-Prêt pour le remplacement des puisards et la mise aux normes des installations sanitaires. Le journal Le Sentier tiendra son premier rendez-vous des commerçants à Saint-Hippolyte le 5 octobre prochain de 10h à 16h au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Le Conseil lui a ainsi octroyé une aide financière de 3 000 $. Après 9 mois de consultation et d'échanges avec quelques 400 citoyens, employés et partenaires, la Ville de Prévost adopte officiellement son nouveau plan stratégique. S'appuyant sur une série d'éléments fondamentaux et porteurs, celui-ci actualise le cadre de gouvernance de la Ville de façon pratique avec l'articulation d'une mission distinctive, d'une vision ambitieuse, de valeurs rassembleuses et de priorités claires. Dans la vie de tous les jours, cette nouvelle approche de développement se manifestera avant tout à travers une signature engageante et contagieuse destinée à accompagner les principales communications de la Ville. Ici, pour inspirer, avec leur double sens assumé, ces trois mots évoquent à la fois le précieux cadre nature, l'esprit d'innovation et la volonté de mener par l'exemple qui font depuis longtemps la fierté des Prévostois. Dès cette semaine, une série d'affiches mettant en vedette des citoyens de tous âges et horizons sera déployée à travers la ville et ses plateformes numériques. On les découvre au travail, dans leurs loisirs, à la maison, en route vers l'école, inspirés par l'atmosphère du milieu de vie. Cette micro-campagne aspire à célébrer ce que les citoyens de Prévost sont, ce qui les unit et elle vise également à permettre ce nouveau plan stratégique de donner aux citoyens un élan concerté et conscient pour les années à venir. Au-delà d'une communication rassembleuse, les divers ateliers et discussions ont avant tout permis l'articulation d'énoncés stratégiques qui viendront guider la prise de décision, le tout accompagné d'un tableau qui définit sommairement les priorités de l'administration municipale. La mission de la Ville est donc de créer pour ses citoyens un milieu de vie évolutif en respect avec la nature où s'épanouiront les familles d'aujourd'hui et les générations futures. La vision de la Ville, quant à elle, est d'aspirer à être un modèle québécois qui fait de l'innovation son moteur d'action pour assurer la pérennité financière, pour accentuer le bien-être des résidents, pour conserver et mettre en valeur les ressources naturelles. Les valeurs sont le respect, la famille, l'environnement et l'agilité. Bien que ces conclusions soient propres à la réalité des Prévostois, cet exercice de planification stratégique s'inspire du travail de nombreuses autres municipalités et d'organisations. Il se veut un judicieux antidote à l'improvisation, à l'absence d'intention, maximisant ainsi la compréhension de la trajectoire de la Ville et la cohésion entre les divers acteurs du développement. Après l'adoption du plan conjoint d'urbanisme et de mobilité durable et à l'approche de chantiers visant à corriger le déficit d'infrastructures, cette réflexion stratégique arrive à point nommé. Les démarches entourant les considérables besoins en infrastructures de Prévost ont pris une dimension plus concrète puisque la Ville de Prévost a dévoilé un micro-site web et une vidéo offrant un premier aperçu du grand chantier citoyen qui dotera graduellement la municipalité d'un nouveau centre-ville, le cœur des courants. Après plus de 6 ans de concertation autour des projets d'écoles secondaires, de bibliothèques et de salles communautaires, lesquelles impliquent différents ministères et paliers gouvernementaux, le cœur des courants se veut un plan global de développement. Aussi, plus de 50 ans après la fusion de Shawbridge, de Lesage et de Prévost, il propose de donner au milieu un nouvel élan à partir d'un noyau attractif aménagé selon les valeurs de ville. C'est dans un précieux écrin de nature, à l'intérieur d'un périmètre délimité par la rivière du Nord et la route 117, ainsi que les rues Maple et l'École, que prendra forme le nouvel ensemble. À terme, d'ici 2035, l'espace doit non seulement accueillir une école secondaire, une bibliothèque et une salle communautaire, mais aussi d'autres services de proximité, un écoquartier, une scène extérieure, un réseau de sentiers, le regroupement de plateaux sportifs et aires de jeu, de même qu'un boulevard central qui empruntera un pont. Le tout réalisé dans un esprit de développement durable.
En marge de ces travaux, la création d'une œuvre pérenne à partir de matériaux recyclés, la flèche du cœur des courants, a été confiée aux sculpteurs prévôtois Roch Lantier et Ginette Robitaille. À l'image d'une flèche lancée du ciel par Cupidon, la structure rétro-éclairée d'une hauteur de 15 pieds, installée au cours des derniers jours, vient ainsi désigner la porte d'entrée du futur cœur de la ville. Pour suivre le parcours des familles qui réclament la construction d'une école secondaire à Prévost, il faut remonter jusqu'aux années 1990. Une pétition de 6 000 noms et une marche de 400 citoyens ont mené en juin 2021 à l'annonce officielle de la construction d'une école par le gouvernement du Québec. Des développements sont attendus dans ce dossier prochainement. Par ailleurs, le chantier citoyen du cœur des courants vient maintenant s'inscrire dans la foulée des récentes annonces qui ont officialisé l'adoption d'un plan d'urbanisme et de mobilité durable, l'adoption d'une politique inédite de participation publique, l'adoption d'un nouveau plan stratégique, ainsi que l'acquisition de l'ancien terrain de golf Shawbridge. Des démarches de planification ayant chacune fait l'objet de consultations et pavé la voie vers ce nouveau centre-ville. Si l'énumération de ces projets peut donner le vertige, elle représente avant tout une opportunité générationnelle d'adaptation du cadre de vie, rendu possible par un méthodique alignement des acteurs, des attentes et des outils d'aide à la prise de décision. Les Prévostois ont aujourd'hui le privilège de développer un emplacement central en fonction de leurs besoins, avec diverses formes de consultation publique prévues en chemin. À cet effet, le microsite www.coeurdescourants.ca propose une section nouvelle qui s'ajoute à une vidéo, aux images d'inspiration, aux éventuelles photos du chantier et bien plus. En ce qui a trait à la construction de la bibliothèque pour laquelle Québec et Ottawa ont octroyé une subvention de 2,5 millions de dollars en mai 2022, un appel d'offres sera publié au printemps 2025 en vue d'une inauguration à l'été 2027. D'une superficie 5 fois supérieure à l'actuelle bibliothèque, le nouvel édifice, qui sera érigé à l'angle de la rue principale et du chemin du plein air, offrira un lieu de rencontre culturelle en pleine nature. Une salle communautaire y sera greffée, remplaçant ainsi le centre culturel et communautaire situé au 794 rue Maple, qui a dû être fermé de façon définitive au mois d'août 2023 en raison de problèmes de moisissure et de contamination. L'actuelle bibliothèque satisfait à seulement 22 % des normes québécoises en matière de superficie. Depuis le 11 septembre, la Ville de Prévost procède au rinçage unidirectionnel de ses réseaux d'aqueducs. Cette intervention d'entretien annuel a pour objectif d'assurer la longévité et le bon état du réseau de distribution, ainsi qu'à maintenir la qualité de l'eau. Le rinçage n'a aucun impact sur la consommation de l'eau et n'entraîne aucune coupure d'eau de longue durée. Au cours des prochaines semaines, les équipes de la Ville manipuleront les bornes d'incendie et les vannes de rue sur le territoire, pouvant occasionner une baisse de pression temporaire et une eau qui semble brouillée ou colorée. Les citoyens sont encouragés à laisser couler l'eau froide, idéalement dans le bain, jusqu'à ce qu'elle redevienne claire. Des panneaux à messages variables seront installés aux entrées des quartiers où les opérations de rinçage seront en cours. À Prévost, il est maintenant possible, mais non obligatoire, d'inscrire dès maintenant votre vente de garage pour plus de visibilité sur une liste qui sera mise à jour sur la page « Vente de garage » du site Web de la Ville. Vous avez jusqu'au jeudi 19 septembre à 16 h. Pour ce faire, il vous suffit de communiquer votre adresse et la date de votre vente de garage par téléphone au service aux citoyens au 450-224-8888 au poste 0 ou par courriel à l'adresse servicecitoyen@commercialville.prévost.qc.ca. À Prévost, les ventes de garage sur les propriétés privées sont permises uniquement les fins de semaine prévues à cet effet. Notez qu'aucun permis n'est requis pour tenir votre vente de garage. Les ventes de garage pour l'année 2024 seront autorisées, encore une fois, le 21 et le 22 septembre. À Piémont, la prochaine collecte de branches sur le territoire s'effectuera le lundi 7 octobre prochain. Les branches doivent être mises en bord de chemin la veille de la collecte. La collecte peut s'étendre sur un maximum de 5 jours selon la quantité de branches à collecter. Elle peut donc se poursuivre jusqu'au vendredi de la semaine visée. Les branches doivent être placées en bordure de la route la veille de la collecte. Elles doivent être visibles sans obstruer la circulation. Elles ne doivent pas excéder 15 cm de diamètre et 1,8 m de long. Les souches et les racines ne seront pas ramassées. Aucune réservation n'est requise et l'entrepreneur circulera dans toutes les rues.
Les branches, les souches et le bois issus de l'abattage d'un arbre ne seront pas ramassés lors de la collecte de branches. Les collectes de feuilles sur le territoire s'effectueront les mercredis 23 octobre et 13 novembre prochains. Les résidents doivent mettre leurs sacs de feuilles compostables en bord de chemin la veille de la collecte également. Les sacs de feuilles excédentaires ne seront pas ramassés lors de la collecte du bac brun. Toutefois, les feuilles mortes peuvent être déposées dans le bac brun et collectées de cette façon. Les feuilles devraient être déposées dans des sacs de papier pour faciliter le traitement et le compostage de ces dernières. Le feuillecyclage est l'action de tondre les feuilles mortes et de les laisser au sol plutôt que de les racler à l'automne. Ce geste est une façon efficace de fournir aux plantes une partie des éléments minéraux dont elles auront besoin pour traverser l'hiver. Le compostage domestique des feuilles mortes permet aussi de produire un terreau pour le potager ou les plates-bandes. Un déjeuner causerie aura lieu le 21 septembre prochain de 10h à midi à la salle polyvalente de la gare de Piémont. Ce sera l'occasion pour les citoyens et citoyennes de discuter avec les membres du Conseil présents de toutes questions au sujet de la vie en collectivité. Les Piémontais récemment arrivés auront aussi l'opportunité de prendre contact avec leur nouvelle communauté et d'en connaître davantage sur leur ville. Des viennoiseries, du café et des fruits seront servis sur place. L'événement est gratuit et aucune réservation est requise. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite les usagers et usagères des chemins forestiers en territoire public dans les secteurs des réserves fauniques de Papineau-Labelle et Rouge-Matawin à faire preuve d'une grande prudence à la suite de la tempête suivant l'ouragan Debby qui a eu lieu en août dernier. Cette tempête a apporté des quantités très importantes de pluie en peu de temps, ce qui a provoqué le bris de chemins multi-usages. Le ministère a été proactif afin de soutenir les usagers et usagères du territoire. Le ministère a déployé des équipes dans les régions des Laurentides et de la Naudière pour recenser les endroits touchés. À la suite de l'information reçue des partenaires présents sur le territoire, le ministère a fait À la suite des commentaires reçus, le ministère a fait voler des drones et a procédé à certaines fermetures temporaires de chemins. La route 1 dans la réserve faunique de Papineau-Labelle est toujours fermée. Pour des raisons de sécurité, les usagers sont invités à faire preuve de vigilance et à signaler tout bris de chemin au laurentide.forêt@commercial mrnf.gouv.qc.ca. Ces informations permettent au ministère d'installer des panneaux de signalisation et des barrières pour annoncer la fermeture des chemins et sécuriser les lieux. Le ministère invite les usagers à respecter la signalisation en vigueur et à prévoir leur déplacement en conséquence. Dans le cadre de sa politique de subvention aux organismes sociaux, culturels ou sportifs sans but lucratif, le Conseil municipal de la Ville de Rivière-Rouge réitère son engagement à soutenir le développement et l'essor des organismes œuvrant sur son territoire. Le Service des loisirs, de la culture et des communications invite tous les organismes à but non lucratif qui contribuent à la vitalité sociale, culturelle ou sportive à soumettre leur demande de subvention. Les candidatures peuvent être déposées par la poste à l'adresse 25 rue de l'Annonciation Sud à Rivière-Rouge, code postal J0T1T0 ou par courriel à adjointe.lcc@commercialrivièrerouge.ca. La date limite pour soumettre votre demande est le 30 septembre prochain. Aucune demande de subvention ne sera acceptée après cette date. À Rivière-Rouge, un ponceau d'un diamètre important doit être installé sur le chemin Francisco. Les travaux s'échelonneront sur 8 semaines dès le lundi 9 septembre au vendredi 1er novembre. Afin de permettre à l'entrepreneur d'exécuter ses travaux, la circulation se fera en alternance sur une seule voie où la circulation sera interrompue avec voie de contournement aux dates suivantes. Jusqu'au 15 septembre, il y aura circulation en alternance. Du 16 septembre au 4 octobre, le chemin sera fermé. Il y aura une voie de contournement. Et du 5 octobre au 1er novembre, il y aura de la circulation en alternance. Du 16 septembre au 4 octobre, la signalisation pour indiquer la voie de contournement sera mise en place par l'entrepreneur mandaté par la Ville. Dans le cadre du lancement de ses activités automnales, Loisirs Laurentides annonce qu'il tiendra 2 appels de projet au cours des prochaines semaines visant à soutenir financièrement l'organisation d'activités en loisirs culturels ainsi que d'événements sportifs locaux ou régionaux. Jusqu'au 11 octobre, les organismes en loisirs culturels pourront déposer des demandes dans le cadre du programme de soutien financier en loisirs culturels 2024-2025
rendu possible grâce à un soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du ministère de la Culture et des Communications. L'objectif du programme est de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans la réalisation de projets favorisant directement la pratique d'activités en loisirs culturels auprès de jeunes de 15 à 29 ans, et ce, en toute saison. Pour déposer une demande, il faut être un organisme à but non lucratif situé dans la région des Laurentides. Les projets doivent se réaliser entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. Le loisir culturel réfère à une pratique amateur active pratiquée à l'extérieur des heures de classe pour le plaisir et afin de permettre le développement de la créativité dans un ou plusieurs des 5 domaines établis par le ministère de la Culture et des Communications, soit les arts de la scène, les arts visuels, les arts littéraires, les arts médiatiques ainsi que l'histoire et le patrimoine. Le ministère de l'Éducation mandate également Loisirs Laurentides pour la gestion et la coordination du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activités physiques et de plein air. Connu dans la région sous le nom de Avec Loisirs Laurentides, on joue, ce programme comporte 2 volets, un pour les projets réguliers et 2 pour des événements sportifs. Cet automne, Loisirs Laurentides lance un appel de projet pour le volet événements sportifs qui a pour objectif de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans la réalisation d'événements sportifs, que ce soit des événements régionaux, interrégionaux ou provinciaux se déroulant dans la région. Du 9 au 22 septembre, Loisirs Laurentides invite donc les organismes sportifs et les écoles de la région des Laurentides à déposer des projets dans le cadre du volet événements sportifs. Sont admissibles à ce volet les organisations sportives ou établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que les organisations sportives doivent donc être reconnues par une fédération sportive provinciale et les écoles par le RSEQ Laurentides-Lanaudière. Les demandeurs doivent être situés dans la région des Laurentides. Les projets doivent être réalisés entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. Pour présenter les grandes lignes du programme, Loisirs Laurentides a tenu en virtuel une séance d'information publique et a répondu à toutes les questions de l'audience. Pour plus de renseignements sur ces programmes, consultez le site web de Loisirs Laurentides ou contactez les agents de développement suivants, M. Dominique Brisson pour le soutien financier en loisirs culturels au dbrisson@loisirslaurentides.com et Sacha Cardinal pour Avec Loisirs Laurentides on bouge au courriel bénévolat@loisirslaurentides.com. Revenez-nous après la pause. Au cours de l'été, 728 enfants de 6 à 12 ans des Laurentides ont pu découvrir plusieurs sports dans le cadre d'une des journées Mes premiers jeux tenus dans 5 camps de jour. Les 5 camps de jour visités ont été les suivants: Blainville, La Conception, le parc du Domaine Vert, Piémont, Moore Knights, Sainte-Anne-des-Plaines. Malheureusement, la journée prévue au camp de Saint-Hippolyte a dû être annulée à cause des conditions météorologiques. Selon les camps, les jeunes ont pu être initiés à plusieurs des sports suivants: l'athlétisme avec Athlétisme Epsilon Mont-Tremblant, le basketball avec l'Académie de basketball Premier Pas, le boccia avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, l'escrime avec les Seigneurs de la Rive-Nord, le judo avec Dojo Blainville et Judo Sainte-Anne-des-Plaines, le rugby à 7 avec Mont-Tremblant Rugby ou avec l'Association régionale de rugby de Laval, le ski à roulettes avec Ski de fond Québec, le soccer avec le FC Boréal, le Ultimate Frisbee avec Ultimate Rive-Nord, géré par Loisirs Laurentides dans la région. Le programme Mes premiers jeux est une initiative de Sport Québec et est possible grâce à l'accord de contribution bilatérale sur la participation sportive du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, ainsi que grâce au soutien local de Desjardins. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de procéder au lancement de l'appel de dossier en prévision de la tenue de la prochaine édition du marché de Noël chez les artistes qui se déroulera le samedi 7 décembre à l'Espace Théâtre de 10h à 17h. Pour la 8e édition du marché, la Ville est à la recherche d'exposants des secteurs suivants: les métiers d'art, les arts visuels et les produits gourmands artisanaux. Cet événement propose une expo-vente voulant célébrer les objets uniques conçus par les créateurs de la région. Les artistes désirant déposer leur candidature doivent remplir le formulaire disponible au villemonlaurier.qc.ca dans la section Loisirs et culture et le soumettre avec lettre de présentation et photos de leurs produits d'ici le 17 octobre prochain. Les candidatures peuvent être envoyées par courriel au ramsey@villemonlaurier.qc.ca ou en version papier à l'Hôtel de Ville.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet de la Ville de Mont-Laurier ou téléphonez au 819-623-1221 au poste 703. La Ville de Mont-Laurier est très heureuse d'informer les citoyens que le ministère responsable des aînés lui a décerné officiellement le titre de municipalité amie des aînés, et ce pour la durée de son plan d'action 2024-2028. Cette reconnaissance du ministère souligne la qualité de la démarche et de la mobilisation de la communauté de la Ville de Mont-Laurier à l'égard du vieillissement de la population. La mise à jour de la politique des aînés et de la famille de la Ville a permis de dresser un plan d'action afin de développer une culture d'inclusion sociale des personnes aînées, tout en proposant des solutions durables pour améliorer leur milieu de vie. Soulignons que le résultat de ce plan d'action découle d'une démarche concertée réalisée en collaboration avec les acteurs du milieu afin de mieux cerner les besoins des aînés et des familles résidant sur le territoire. Chapeautée par le secrétariat des aînés, cette démarche découlant du gouvernement du Québec comprend 5 grandes orientations: mettre un frein à l'agisme, adapter les politiques, les services et les structures, agir de façon globale et intégrée, favoriser la participation des aînés, s'appuyer sur la concertation ainsi que la mobilisation de toute la communauté. Quelques actions présentes au plan 2024-2028 sont augmenter la visibilité des traverses piétonnes en s'assurant du marquage adéquat, favoriser les déplacements actifs avec l'ajout de bancs, de pistes cyclables hors périmètre urbain et planifier des aménagements donnant accès aux rivières et aux milieux naturels, poursuivre la réfection des trottoirs, développer l'offre culturelle hors les murs, bonifier l'offre d'activités hivernales, maintenir le budget participatif citoyen et soutenir la mise à niveau du parc locatif social et privé. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens de la fermeture temporaire de la piscine municipale pour une durée indéterminée en raison de travaux de réparation du bassin. La Ville a constaté un bris à l'intérieur du bassin lors des travaux d'entretien et de maintenance annuels. Afin d'assurer la pérennité du bassin et ne pas créer de dommages à la structure, la Ville a demandé l'aide aux professionnels afin d'identifier les actions correctives à mettre en place. Des travaux doivent être entrepris au cours des prochains jours afin de corriger la situation. Par la suite, le bassin doit être à nouveau rempli d'eau. Cette étape à elle seule nécessite quelques jours afin de suivre les spécifications à cet effet. La Ville a confiance de procéder à la réouverture d'ici le 5 octobre prochain pour assurer le début des cours de natation. Soulignons que ces travaux sont nécessaires afin de conserver un lieu de baignade sécuritaire. La Ville rappelle que la période d'inscription aux cours de natation à la piscine municipale se poursuit jusqu'au 29 septembre prochain en ligne. Pour plus d'informations, visitez le villemontlaurier.qc.ca. Dans le cadre des Journées de la culture à Val-David, la Ville vous invite à explorer l'univers fascinant de 3 artistes locaux à travers une expérience sonore. Ces créateurs ont non seulement enrichi l'identité culturelle de la communauté, mais ont également contribué à faire de Val-David un pôle culturel. Cette série de balados propose des entretiens exclusifs avec Kinya Ishikawa, céramiste, Robin Hutchinson, également céramiste, et Pierre Leblanc, sculpteur. Ces conversations approfondies vous permettront de découvrir leur parcours et leur contribution unique à à la scène artistique de Val-David. Lors de l'événement, un panel de discussion sera animé par Catherine Jarneau en collaboration avec la Société d'histoire et du patrimoine de Val-David. Les artistes seront également présents pour partager leur expérience et répondre aux questions du public. Rendez-vous le dimanche 29 septembre de 15h à 17h au parc Léonidas Dufresne, près de la gare de Val-David. En cas de pluie, l'événement se tiendra à la salle Athanas David de l'Église. La semaine dernière, au marché public de Val-David, l'implication communautaire et la créativité liée à la vente des bols du partage ont une fois de plus fait des merveilles. Grâce à la vente de bols uniques fabriqués par les talentueux potiers locaux, un montant impressionnant de 5 600 $ a été remis au comptoir alimentaire de Val-David. Un grand bravo à Robin Hutchinson, la potière derrière cette magnifique initiative, pour son engagement sans faille et son incroyable organisation et les conditions d'utilisation de sa bibliothèque municipale. Ces ajustements visent à améliorer les services offerts et à répondre aux besoins variés de la communauté. Voici les principales nouveautés du règlement. Pour les non-résidents, non-résidentes de Val-David et de Val-Morin, l'abonnement est désormais annuel au tarif de 20 $ pour les enfants et 40 $ pour les adultes. Une nouvelle option est disponible pour les vacanciers souhaitant emprunter des livres pendant leur séjour. Ce nouvel abonnement saisonnier est proposé au tarif de 15 $ pour 3 mois. L'impression en noir et blanc est à 25 sous de la feuille, sans tarif supplémentaire au-delà de la 10e feuille. L'impression en couleur coûte 50 sous de la feuille. Les nouveaux services de numération et de photocopie en noir et blanc et en couleur sont également offerts. Les non-résidents de Val-David et Val-Morin ainsi que les personnes non abonnées devront payer 5 $ par activité.
Un code de conduite révisé ainsi que des directives mises à jour concernant l'utilisation des postes informatiques et autres services seront mises en place pour garantir un environnement respectueux et fonctionnel pour tous les usagers. La municipalité est convaincue que ces nouvelles mesures permettront d'améliorer l'expérience des usagers tout en assurant une gestion efficace des ressources de la bibliothèque. À Val-David, la bibliothèque municipale compte plus de 1950 abonnés et propose plus de 21 000 documents ainsi qu'une variété de services et d'activités. En plus d'être sans frais de retard, ce qui contribue à rendre la bibliothèque plus accessible à tous, elle fait également partie du réseau Biblio des Laurentides, offrant ainsi aux abonnés l'accès à une vaste sélection de ressources numériques, incluant des livres numériques et audio, des revues numériques et bien plus encore. Pour obtenir des informations détaillées sur les services, les tarifs et les activités, consultez le site valdavid.com sous l'onglet Culture/Bibliothèque. La municipalité de Val-David est ravie de présenter les membres de son nouveau comité qui jouera un rôle essentiel dans la définition de la politique culturelle. Ce comité de travail aura pour mission de réfléchir à la vision, aux orientations et aux objectifs de la politique, d'identifier les éléments clés à intégrer et de formuler des recommandations. À l'issue de cette démarche, un comité culturel permanent sera formé pour assurer le suivi des actions définies dans cette nouvelle politique. Cette nomination marque le début d'un processus crucial pour le développement et le maintien de la culture sur le territoire. L'appel de candidature lancé en juillet et clôturé le 15 août a attiré de nombreuses candidatures de qualité, ce qui a nécessité l'ajout d'un siège supplémentaire, portant ainsi le total à 7 membres afin d'assurer une diversité et une représentativité optimale. Le comité de sélection a appliqué des critères rigoureux pour choisir les candidats en veillant à représenter au mieux les différents secteurs d'activité et domaines artistiques. Voici les membres nommés à la séance du conseil municipal du 10 septembre. Bonnie Baxter, artiste interdisciplinaire professionnelle à l'échelle nationale et internationale, ancienne membre des Créateurs associés, membre fondateur de l'Atelier de l'Île et fondatrice de l'Atelier du Scarabée. Professeur en arts visuels de l'Université Concordia depuis 1984. Denis Vizina, vice-président de la Société d'histoire et de patrimoine de Val-David, forte expérience du cadre municipal et écrivain professionnel. Dominique Forget, mairesse de Val-David, avec une vaste expérience en gestion municipale et développement de projets communautaires. Hélène Brunet-Newman, artiste professionnelle, expérience en gestion culturelle et directrice adjointe de l'Atelier de l'Île, centre d'artistes qui soutient la recherche, la création et la production en art imprimé. Mark Paul Huber, représentant du Lézard locaux des artistes et de ses partenaires, musicien professionnel et technicien sonorisateur. Nicole Davidson, présidente du CA du Centre d'exposition de Val-David et administratrice de la Société d'histoire et de patrimoine de Val-David, spécialiste de la culture locale. Robin Hutchison, céramiste active dans le milieu des métiers d'art, offrant des cours et initiant des projets culturels à caractère social. Sacha Gadiri, président et co-directeur événementiel des 1001 Pots et 1001 Patentes qui bougent, docteur en aménagement et cofondateur de différents collectifs culturels de théâtre et littérature. Sonia Audrey-Bonin, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Val-David, possédant une maîtrise en administration publique. Ce nouveau comité, dont l'implication est bénévole, se réunira 5 fois entre octobre 2024 et mai 2025 pour des sessions de 3 heures chacune. Ces réunions seront animées par Marie-Ève Farmer de ME2 Culture avec le soutien d'Émilie Bouchard, responsable de la culture pour la municipalité. En raison de la qualité exceptionnelle des candidatures reçues, plusieurs candidats non sélectionnés seront invités à participer à certaines rencontres du comité sous forme d'ateliers de réflexion afin de mettre à contribution leur expertise dans cette démarche importante. La municipalité remercie toutes les personnes qui ont le désir de s'impliquer dans cette démarche qui vise à mettre en valeur l'identité culturelle du village et de la communauté pour les années à venir. Pour de plus amples renseignements sur le processus entourant cette nouvelle politique culturelle, consultez le site valdavid.com sous l'onglet Culture-politique culturelle. Soucieuse des préoccupations exprimées par sa communauté et à quelques mois de l'adoption du budget 2025, la municipalité de Val-Moret convie ses citoyens à une rencontre visant à faire le point sur sa situation financière, de même que sur la démarche entourant la mise en place du nouveau cadre financier 2024-2029. Cette rencontre sera l'occasion de présenter les projections et stratégies qui assureront une prise de décision éclairée pour une gestion financière stable et durable de la municipalité au cours des prochaines années. Cette séance d'information aura lieu à l'Hôtel de Ville et non à l'Église le lundi 30 septembre dès 19h.
C'est le 20 août dernier que la MRC des Pays d'en Haut a tenu la 6e séance ordinaire de son conseil à l'Hôtel de Ville de Lac-des-Ces-Îles. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, notons que le projet du siège social a franchi une étape importante. Les subventions pour les clubs bénéficiant d'heures de glace ont été bonifiées. La MRC a adopté les priorités d'intervention de la Sûreté du Québec et elle poursuit l'optimisation de sa collecte de matières résiduelles. La MRC avait lancé un appel d'offres en juin dernier pour obtenir des services professionnels en architecture et en ingénierie afin d'établir les plans et devis et d'assurer la surveillance du chantier pour la construction du siège social de la MRC. Après avoir vérifié la conformité des soumissions reçues, 7 soumissions ont été analysées et le comité a remis ses recommandations. Ainsi, le conseil de la MRC a adjugé le contrat aux soumissionnaires conformes ayant obtenu la meilleure note selon les modalités prévues à l'appel d'offres, soit au consortium constitué par Prisme Architecture, Aedifica, Boutillette Parizeau Inc., l'équipe Laurence Inc. Pour la saison 2024-2025, la MRC poursuit son allocation d'heures de glace sans frais à 3 organismes offrant des activités aux enfants mineurs, soit la Ligue des mini-palettes roses, le Club de patinage de vitesse Pays d'en Haut et enfin à l'Association de hockey mineur des Monts. De plus, la MRC a conclu une entente intermunicipale avec les villes de Sainte-Agathe-des-Monts et de Mont-Tremblant. Ainsi, la MRC offre à l'Association de hockey mineur des Monts du temps à la glace IGA de l'aréna du Centre sportif Pays d'en Haut. En contrepartie, les joueurs de la MRC des Pays d'en Haut pourront bénéficier du tarif résident de l'association pour la saison 2024-2025. Le conseil de la MRC a adopté les priorités d'intervention identifiées par la Sûreté du Québec pour l'année 2024-2025. Ces priorités sont d'accroître les interventions ciblées envers les usagers vulnérables et les nuisances sur les réseaux routiers et récréotouristiques, de mettre en place l'application d'un plan d'action en prévention de la criminalité et enfin d'assurer une visibilité optimale et une présence accrue dans toutes les municipalités de la MRC. Le conseil de la MRC a entériné 3 ententes intermunicipales concernant la collecte, le transport et le traitement des déchets, des matières recyclables, des matières organiques. L'entente conclue avec la Régie intermunicipale des Trois-Lacs et le complexe environnemental de la Rouge permet à certains citoyens de la MRC des Pays d'en Haut d'être desservis par ces organismes, alors que 2 autres ententes avec la municipalité de Mille-Îles et le canton de Wentworth-Nord permettent à leurs citoyens de recevoir les services de la MRC. Rappelons que 2 autres ententes sont à venir en septembre. C'est en présence des bénéficiaires, des partenaires et des représentants politiques, élus locaux et représentants des députés de la région que la MRC des Pays d'en Haut a présenté les récipiendaires du 2e et 3e cycle d'appel de projet lancé dans le cadre de projet Signature Innovation intitulé « Nos sentiers au cœur du développement des Pays d'en Haut ». Pour le 2e cycle d'appel de projet, 201 420 $ ont été octroyés alors que 94 580 $ ont été versés lors du 3e cycle. Avec une somme de 364 000 $ versée lors du premier cycle, c'est un total de 660 000 $ qui a été accordé pour l'axe 1 du programme qui en compte 3 et dont l'enveloppe totale est de 1,6 million $ provenant du Fonds Projet Signature des MRC, du Fonds Région et Ruralité. Le préfet de la MRC des Pays d'en Haut, M. André Genet, a rappelé que le programme Signature Innovation est réalisé grâce à une aide financière de 1,3 million $ accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Ce projet va ainsi au-delà du renforcement des infrastructures récréatives de plein air. Il touche à l'identité territoriale. Dans cette première étape de réalisation, les initiatives visant la pérennité des sentiers, leur réaménagement pour l'adaptation au changement climatique et leur mise à niveau pour supporter la hausse d'achalandage ont été financées. Ainsi, et de manière concrète, la MRC vient en soutien direct aux municipalités locales et à leurs organismes de gestion d'équipements de plein air. Revenez-nous après la pause. Grâce à l'entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications, la ville de Sainte-Adèle a fait l'acquisition de magnifiques panneaux d'exposition extérieure. Pour la première exposition, la ville souhaite mettre en lumière le talent de photographe de ses citoyens dans le cadre d'un concours photo ayant pour terme un beau moment. À travers l'objectif de votre appareil photo ou de votre cellulaire, faites découvrir votre beau moment à Sainte-Adèle. Un endroit que vous chérissez, un paysage qui vous touche, un événement à ne pas manquer, votre histoire favorite ou encore votre activité préférée. 10 photos seront sélectionnées pour l'exposition qui sera installée sous l'esplanade de la Place des Citoyens pendant la saison hivernale. Leurs auteurs se mériteront une paire de billets pour un événement de leur choix présenté à la Place des Citoyens, un livre Sainte-Adèle en aquarelle d'Anne Berberi ou 50 $ en argent à des lois échangeables dans les commerces participants. Vous devez faire parvenir vos photographies, un maximum de 5 par personne, à culture@vdsa.ca au plus tard le lundi 14 octobre.
À Sainte-Adèle, le service technique et hygiène du milieu amorce un rinçage du réseau d'aqueduc, une procédure annuelle permettant d'assurer la bonne qualité d'eau potable et de maintenir en bon état l'ensemble du réseau. Le rinçage des conduites d'aqueduc a débuté le 10 septembre dans le secteur Mont-Roland. L'opération devrait s'étendre jusqu'au 4 octobre. Des panneaux seront installés dans les rues afin d'aviser les résidents lorsque leur secteur sera en rinçage. Les rues concernées sont le suivant: le secteur du plateau Mont-Roland, le boulevard des Monts, la rue Roland, la rue Roland de la rue Saint-Georges jusqu'au boulevard Radieux, le domaine Radieux. Les périodes de rinçage sont durées de 30 minutes en moyenne. L'eau demeure potable à la consommation. Toutefois, il est important de vérifier la coloration avant son utilisation, car l'eau prise au robinet de la maison ou utilisée dans les appareils de lavage pourrait avoir une coloration jaune ou brune selon la densité du calcaire en suspension. Cet inconvénient est passager dans la mesure où les directives émises par la Ville sont suivies. Voici quelques précautions élémentaires qui vous permettront d'éviter des désagréments éventuels. Vous pouvez couper l'arrivée d'eau, vérifiez toujours la transparence de l'eau avant de l'utiliser, faites couler l'eau au moins 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit claire avant de la consommer ou de l'utiliser pour le lavage. Faites la lessive le soir dans les secteurs où le rinçage est de jour ou la fin de semaine. Si l'eau est brouillée, ouvrez le robinet d'eau froide du bain et laissez couler jusqu'à ce qu'elle redevienne incolore. Si le débit est inférieur à la normale, il faut dévisser et nettoyer le filtre et aérateur du robinet et le remettre en place. Pour toute question, contactez le 450-229-2921 au poste 3255. Depuis le 1er septembre, dans la MRC des Pays d'en haut, seuls les sacs de papier peuvent être utilisés pour recevoir les matières organiques. En effet, tous les types de sacs de plastique, qu'ils soient certifiés compostables, biodégradables ou oxo-biodégradables, sont refusés dans le bac brun. Seuls les sacs en papier ou tapissés d'une pellicule cellulosique seront acceptés dans la collecte des matières organiques. Cela s'applique à l'ensemble des contenants utilisés sur le territoire pour les usagers résidentiels et le secteur institutionnel, commercial et industriel. Vous pouvez utiliser les bacs roulants de couleur brune de 240 litres, les conteneurs à chargement avant de 3 verges cubes de couleur brune, les conteneurs semi-enfouis destinés aux matières organiques. Cette modification résulte des lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage émises par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour les plateformes à ciel ouvert. Les sacs en bioplastique certifiés compostables en vente sur le marché sont incompatibles avec le type d'installation de compostage où sont envoyées les matières de la MRC des Pays d'en haut. Bien qu'ils soient annoncés comme étant compostables et conçus pour les programmes municipaux, ces sacs nuisent à la circulation d'air et contribuent à la formation de méthane, un gaz à effet de serre puissant responsable des mauvaises odeurs. Le temps de compostage de ces sacs est également beaucoup plus lent que celui des résidus alimentaires et des résidus de jardin, entraînant la présence indésirable de lambeaux de plastique dans le compost mature. C'est pourquoi ces sacs sont refusés depuis un bon moment dans une grande partie de la province. La MRC des Pays d'en haut était d'ailleurs l'une des dernières régions à les accepter. Il existe plusieurs façons d'utiliser adéquatement le bac de comptoir pour trier ces matières organiques et participer à l'effort collectif de réduire les déchets. L'option qui vous conviendra le mieux est celle qui s'intègre aisément à votre mode de vie, respecte votre budget et correspond à vos priorités. Voici 6 alternatives à considérer pour remplacer les sacs en plastique. Plier du papier journal ou des circulaires pour confectionner une doublure qui sera placée à l'intérieur du bac de comptoir. Utiliser les sacs en papier vendus dans les pharmacies, les supermarchés, les quincailleries et les magasins à grande surface. Ces dernières sont spécialement conçues pour les bacs de comptoir et peuvent être pliés pour s'y ajuster. Déposer les résidus alimentaires directement dans le bac de comptoir. Utiliser des emballages de la vie courante composés de fibres comme réceptacle. Placer du papier journal, des circulaires ou du carton dans le fond du bac de comptoir. Placer les résidus alimentaires au congélateur jusqu'au jour de la collecte. Les contenants ou gobelets en carton PLA seront toujours autorisés. À Saint-Sauveur, des travaux sont présentement effectués sur le chemin du lac Millette entre le boulevard Jean-Adam et l'avenue Saint-Denis. Les travaux qui seront effectués jusqu'au 13 décembre 2024 sur le chemin du lac Millette permettront de moderniser les infrastructures de gestion des eaux, d'augmenter la fluidité de la circulation, de même que de renforcer la sécurité routière et piétonnière de ce secteur. Il s'agit d'un investissement de 5,2 millions. À terme, ce chemin du lac Millette aura des allures de boulevard urbain, favorisant le transport actif et répondant aux objectifs de verdissement et d'embellissement des zones commerciales. Les résidences et commerces de ce secteur bénéficieront d'installations sanitaires, d'aqueducs et d'égouts pluviales durables et adaptés pour faire face au changement climatique. S'échelonnant sur plus d'une saison, ces travaux seront d'abord réalisés en 2 temps,
d'abord d'août à décembre 2024, puis au printemps 2025, pour une durée approximative de 6 à 8 semaines. Les travaux seront réalisés en plusieurs phases afin d'éviter la fermeture complète de l'ensemble de la zone de travaux pendant de nombreuses semaines. Un plan de séquence de travaux a été établi pour réduire au minimum l'étendue des entraves et leur durée afin que tous les commerces puissent demeurer accessibles. Dès les premières semaines, des interventions ponctuelles auront lieu aux différentes intersections de la zone de travaux pour installer un réseau temporaire d'alimentation en eau. Une borne fontaine sera notamment installée aux abords du chemin du lac Miette dès le démarrage des travaux pour connecter ce dernier au système d'aqueduc. Celui-ci demeurera fonctionnel durant toute la durée des travaux et de remplacement des conduites et de reconstruction de la chaussée. Cette importante première étape occasionnera des coupures d'eau ainsi que des avis d'ébullition d'eau dont seront informés les citoyens et commerçants inscrits au service municipal d'alerte à la communauté. Suivant le phasage établi, différents segments du chemin seront ensuite excavés et drainés pour permettre la mise en place de nouvelles installations sanitaires pluviales et d'aqueducs qui seront par la suite réensevelies. Enfin, la route sera élargie, de larges trottoirs seront construits sur les deux côtés, un îlot central sera aménagé et des éléments d'éclairage seront installés. Une voie de virage à l'intersection entre l'avenue de la Gare et le chemin Jean-Adam sera ajoutée sur le chemin du lac Miette afin d'y décongestionner le trafic aux heures de pointe. Au printemps 2025, les travaux de terrassement, l'ajout d'une seconde couche de pavage puis le marquage de la chaussée compléteront les interventions. Dans le souci d'atténuer les impacts sur les commerces situés dans le périmètre ciblé, la Ville a prévu une signalisation accrue aux endroits névralgiques et mettra en place de nombreuses mesures pour permettre à la clientèle d'accéder au commerce sans encombre. Grâce à la collaboration de la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée de Saint-Sauveur-Piémont, la Ville a aussi préalablement rencontré les commerçants dont l'établissement est situé aux alentours de la zone des travaux afin de leur présenter les plans, répondre à leurs questions, leur fournir les outils d'information et discuter des mesures d'atténuation possibles. Le maire Jacques Gariepi déclare que ces travaux viendront assurément améliorer la qualité de vie des résidents et des commerçants de ce secteur qui ont subi plus d'une fois les conséquences de bris dans les conduites d'aqueduc. Pour plus d'informations sur les travaux effectués sur le chemin du lac Miette, communiquez avec le service des communications et des relations avec les citoyens au 450-227-00 au poste 2700 ou par courriel au communication@vss.ca. C'est le 20 août qu'ont été donnés les premiers coups de pelle pour faire du parc Camille Michel un espace sur mesure résilient face au changement climatique et conçu par et pour les Sauverois et Sauveroises. Issu d'une collaboration étroite avec le Centre des technologies de l'eau, l'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord, Abri-Nord, l'Institut des territoires et le Living Lab, le projet de réaménagement du parc Camille Michel avait pour but d'adapter ce dernier au changement climatique, de contribuer à éviter les inondations en aval et de créer un îlot de fraîcheur pour les résidents environnement. Lancé en 2021, le projet se divisait en deux phases distinctes, soit une phase d'études de faisabilité technique et écologique, puis une phase de travaux. Les études de faisabilité technique ont démontré que le milieu, dans son état actuel, ne dispose pas de la structure nécessaire pour une gestion satisfaisante des eaux pluviales. De plus, les études écologiques ont permis de constater que les arbres du parc actuel ne pourront s'adapter au changement climatique et aux variations de température prévues dans les prochaines décennies. Un sondage citoyen diffusé auprès de la population a permis de cibler les critères de départ pour le réaménagement du parc qui ont constitué la base de travail du comité technique, constitué de représentants de la Ville, de professionnels en architecture du paysage, des organismes collaborateurs mentionnés et de 5 citoyens ambassadeurs pour l'élaboration d'un plan concept du parc. Ce plan a ensuite été soumis à une consultation citoyenne menée sous la forme d'un laboratoire en innovation ouverte, le nouvel aménagement qui prévoit la plantation d'arbres, la déminéralisation des sentiers et une bonification de l'aire de socialisation favorisera la biodiversité et la diversité fonctionnelle des arbres, la diversité des usages du parc, une meilleure gestion des eaux pluviales, l'accessibilité universelle du parc et son mobilier, la socialisation et le jeu libre, la mobilité durable et l'activité physique, une meilleure sécurité des usagers en éliminant les cachettes ou cul-de-sac et en fournissant un éclairage adéquat. Un îlot de fraîcheur ainsi qu'une zone de jeu libre avec des modules de jeu fabriqués de matériaux naturels pour les enfants âgés de 0 à 5 ans sont également prévus. M. Benoît Charette, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, salue le projet de la Ville de Saint-Sauveur qui permettra à la population de mieux faire face aux aléas climatiques en misant sur l'atténuation des effets des vagues de chaleur et la réduction de la pression sur le système des eaux pluviales. Le maire Jacques Gariepi mentionne que le projet de parc Camille Michel est un projet avant-gardiste et que l'administration municipale est fière de l'implication directe des citoyens dans la réalisation du plan concept du parc.
Dominique Arnaud, membre du comité technique et résidente de Saint-Sauveur, affirme qu'elle est heureuse que la municipalité mette à profit l'expérience des riverains du parc Camille-Michel pour le projet de réaménagement de ce dernier. Elle ajoute que la préservation de l'environnement face au changement climatique est au cœur des préoccupations de la Ville et qu'elle est heureuse que le parc fasse office de vitrine pédagogique des bonnes pratiques citoyennes en matière d'aménagement urbain et paysager. Ce réaménagement est rendu possible grâce à une subvention du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques octroyée dans le cadre du programme Climat Municipalité Phase 2. La direction de santé publique du CI3S de Laurentides informe la population que la coqueluche continue de circuler activement dans la région des Laurentides. En seulement 3 mois, le nombre de cas a augmenté de façon importante, passant de 41 cas signalés à la mi-mai à 1405 cas au 31 août 2024. Au cours des 2 dernières semaines, les enfants de moins de 10 ans sont le groupe le plus touché. Depuis le début de l'année, 32 cas ont été également identifiés chez les enfants de moins d'1 an. La coqueluche est une infection très contagieuse causée par une bactérie qui se transmet par les gouttelettes de toux. Les premiers symptômes ressemblent à ceux d'un rhume, suivi de quintes de toux sévères, souvent accompagnés de difficultés respiratoires et d'un bruit aigu semblable à un chant du coq. Cette toux peut provoquer des vomissements et une décoloration bleutée du visage. Chez les nourrissons, un arrêt de la respiration peut être le premier symptôme et la toux peut parfois être légère, voire absente. Les personnes les plus vulnérables sont les bébés de moins d'1 an et ils sont particulièrement à risque de complications graves nécessitant une hospitalisation. Les femmes sont également particulièrement à risque. Nous parlons des femmes enceintes. Les femmes enceintes infectées dans les 4 semaines précédant l'accouchement courent un risque accru de transmettre la maladie à leur nouveau-né. La vaccination des femmes enceintes permet de prévenir 90 % des hospitalisations et 95 % des décès chez les enfants âgés de moins de 3 mois. Avec la rentrée scolaire, la direction de santé publique des Laurentides rappelle qu'il est essentiel de maintenir sa vaccination à jour et encourage fortement la population à se faire vacciner contre la coqueluche pour limiter la transmission de cette maladie infectieuse et protéger les plus vulnérables. La prise de rendez-vous pour obtenir le vaccin gratuitement est accessible en ligne sur Clic Santé, par téléphone en composant le 1-866-495-5833. Plusieurs doses sont nécessaires pour obtenir une protection durable chez les enfants à 2, 4 et 12 mois, ainsi qu'entre 4 et 6 ans. Les femmes enceintes sont invitées à se faire vacciner à chaque grossesse, idéalement entre la 26e et la 32e semaine, afin de protéger leur bébé jusqu'à ce qu'il puisse être lui-même vacciné à l'âge de 2 mois. Toute personne, quel que soit son statut vaccinal, présentant des symptômes de la coqueluche, ainsi que les personnes vulnérables ayant été en contact avec un cas de coqueluche, doivent rapidement contacter Info Santé en composant le 811 ou consulter un médecin. En présence d'un diagnostic de coqueluche, il est recommandé d'éviter les contacts avec les enfants de moins d'1 an et les femmes enceintes dans leurs derniers mois de grossesse afin de les protéger. Pour plus d'informations sur la coqueluche et les mesures à adopter pour prévenir la propagation, consultez le site web du CI3S des Laurentides. C'est avec enthousiasme que la Ville de Mont-Tremblant a dévoilé le 9 septembre, lors de la séance du conseil municipal, les nouvelles orientations stratégiques qui guideront ses actions et ses décisions pour les prochaines années. Plusieurs étapes de consultation et un travail d'analyse lui ont également permis d'actualiser sa mission, sa vision et les valeurs sur lesquelles elle s'appuiera pour répondre aux défis actuels et futurs et ainsi mieux refléter les aspirations de la population. Au cœur de cette démarche, la Ville souhaite créer un cadre où nature et communauté prospèrent ensemble, un lieu où chacun contribue à façonner l'avenir de façon harmonieuse, innovante et durable. Sa mission? Offrir des services soutenant la qualité et la pérennité de son milieu de vie. Sa vision? Co-créer une ville inspirante aux abords de la montagne où sa communauté accueillante s'épanouit et où la nature est valorisée. Ces éléments sont le résultat d'une démarche participative qui s'est déroulée en 2023 et à laquelle ont collaboré les membres du conseil et le personnel municipal, les citoyens et citoyennes et les partenaires locaux. Des ateliers de co-création et de consultation ainsi qu'un sondage qui a recueilli plus de 1000 réponses ont permis d'évaluer la situation actuelle de Mont-Tremblant, d'analyser les besoins de la population et de tracer un portrait clair des attentes. De cette démarche sont nées 6 aspirations orientées sur la protection de l'environnement, le développement durable, l'innovation et la participation citoyenne. Nous parlons de protéger les ressources naturelles, réaliser un développement durable, optimiser l'implication citoyenne, déployer une offre de services responsable et agile, maintenir, adapter et développer les infrastructures, bâtir une culture de travail épanouissante. Ces aspirations se traduisent par 17 projets porteurs visant à concrétiser ces visions en réalité. Par la protection des espaces verts, la modernisation des infrastructures et l'amélioration des services municipaux, la Ville de Mont-Tremblant se prépare à relever les défis de demain tout en restant fidèle à son caractère unique.
Dès l'année prochaine, ces priorités prendront vie à travers un plan d'orientation, un plan d'opération annuel qui sera adopté en décembre 2024. Ce plan d'action viendra éclairer les décisions budgétaires et préciser les priorités, les ressources, les échéanciers et les indicateurs de performance permettant de mesurer l'avancement de chaque projet. Un suivi régulier sera également mis en place pour s'assurer que les objectifs soient atteints et pour adapter les actions en fonction des besoins. Du 9 octobre au 3 novembre, la salle Alphonse Desjardins accueillera l'exposition Hôtels et pensions, les débuts de la villégiature, présentée par la Société du patrimoine SOPABIC. Profitez de cette occasion unique pour plonger au cœur de l'histoire et découvrir les origines de la villégiature du territoire de Mont-Tremblant. À travers une sélection d'objets d'époque, de photographies historiques et de documents d'archives, découvrez comment ces premiers établissements ont façonné le paysage culturel et économique de la région. L'exposition aura lieu à la salle Alphonse Desjardins à l'Hôtel de Ville de Mont-Tremblant. Visitez le site web de la Ville pour consulter l'horaire de l'exposition. Pour tout renseignement, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial villedemonttremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.